Plusieurs femmes en âge de procréer n'ont pas toujours la bonne information quant au processus de la grossesse et de l'accouchement. Souvent, on sait qu'on tombe enceinte par le rapport sexuel, puis suit la grossesse et l'accouchement où l'enfant sort après des contractions. Mais ce moment-là où on se met sur une table d'accouchement, tous les contours ne sont pas toujours maîtrisés et les femmes n'ont pas la bonne information pour se préparer et mieux dialoguer avec le corps médical. Ce soir, nous décidons de faire un arrêt sur l'une des pratiques que les femmes subissent toujours et pas toujours dans la joie. À tout à l'heure, juste après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission d'éducation sexuelle sans tabou et sans complexe. Ce soir, nous recevons une invitée de renom, à savoir Dr Ingrid Kenyé, gynécologue obstétricien. Désolée si je n'ai pas bien prononcé le nom ou c'est une rebaptisation à la togolaise. Je confirme, je confirme. Bonsoir Whitney. Bonsoir. Merci beaucoup. Sinon, je pense que le Cameroun et le continent va vous accepter parce que vous avez très bien prononcé le nom. Je sais qu'à la fin de cette émission, j'aurai droit à un bon plat auquel vous ne serez pas invité. Alors ce soir, nous sommes là pour parler de la femme, de l'accouchement et plus précisément de l'épisiotomie. C'est bien cela, donc vous êtes prête à nous livrer toutes les informations qu'il faut. Je suis prête à livrer toutes les informations qu'il faut parce que pour moi, l'information, c'est la clé. Lorsqu'on a l'information, on est outillé et ce voyage qui devrait être très beau, c'est-à-dire la grossesse, l'accouchement et après l'accouchement, se passera à merveille si on a la bonne et surtout la très bonne information. Alors, pour illustrer un peu le manque d'information des femmes sur la question, nous avons une petite vidéo illustrative pour vous. Suivez, puis nous retrouvons tout à l'heure pour le sans tabou. Mi de ku gare ne mi di vilo mi di mi le gadi vo e de jabe da chan si mi le se bebe le fun contraction kam nu ti konen vo e be mi zembi dere ne mi da tomiare mi mano we na mi blo vire mi ngba no polo dan gbe parce que mi le tomi mi mdo du anesthésie na mi mo anesthésie fun na mi o mi le se mi kwa do no po mi la dan gbe jora mi no apanya ti se de ki amelo la be o ko yo do episiotomie abe o anesthésie na yo ti se agare me to la be na o mo anesthésie na yo mi le wa anesthésie aki mo le tomi lo mi mo anesthésie o mi le wo alo mi mo le wo nyanya alo mi ngba le wo parce que nu ade ke nyanya nya gare no tia troisième trimestre mi le mi magadu no be de bia lo be ne mi zia mi le va tomi mi ma anesthésie mi ba mi no droit la go be ay la me no polo gbon da gbon be mi anen ku bia jola ke mi le anesthésie mi ade ki mi le te joro ye na be mi atomi ba funa la nglo suku mi la ton funa la no se be na ndene ni mi la bom to ina ba trois vaquer ti mi anesthésie mi ma vore mi aton no parce que funa mi le se be na kon la ba ta me ngo mi da patiori e nu te de kai ni ko gbon mi vire quoi parce que nya ezogbedi ya divio comment no trauma ma tita na kaka fi sare ni de se be wumi quoi. Alors, docteur Ingrid, c'est un vrai coup de gueule qu'on vient de lancer à l'endroit des professionnels de la santé. Pourquoi vous ne prenez pas le temps de communiquer avec les femmes sur la table d'accouchement pour leur expliquer les actions que vous posez et pourquoi est-ce que vous le faites? Déjà, je vais commencer à demander pardon. Demander pardon à toutes ces femmes-là qui ont été choquées, qui n'ont pas été bien prises en charge. Parce que lorsque nous prêtons le serment d'Hippocrate, on a le devoir de bien prendre soin des femmes. Et bien prendre soin d'une femme au cours d'un travail d'accouchement, c'est de lui expliquer les différentes étapes. C'est très important. Et cela ne se fait pas juste le jour de l'accouchement. C'est un truc qui se fait tout au long de la grossesse. La première fois quand une femme arrive dans ton bureau en tant que gynécologue ou en tant que sage-femme, tu as le devoir d'expliquer le plan de la grossesse. Comment le suivi va se faire. On va se voir combien de fois, on va faire les échographies à quel rythme, à partir de tel mois, qu'est-ce que tu dois faire pour que ton accouchement se déroule bien. Et voilà, ainsi. Et le jour de l'accouchement, voilà, il y aura la première phase qui est la phase de latence, qui peut durer comme ça. Une fois qu'on arrive à la phase active, il y aura ça. Donc, je demande encore pardon
Et je réitère mon engagement à ce que cela puisse changer, en tout cas autour de moi. On va prendre sur nous d'expliquer cela aux femmes parce que c'est ce qui devrait se faire et c'est ce que plusieurs praticiens font. Peut-être cette dame n'a pas eu la chance de tomber sur une équipe outillée, mais on s'efforce au jour le jour de préparer la femme. Et là, je profite encore pour demander à nos chers maris, à nos chers frères d'accompagner leurs femmes aussi bien lorsque vous faites des rapports sexuels pour que le bébé vienne, mais tout au long de la grossesse, le jour de l'accouchement et après. Parce que malheureusement, il y a des hommes qui savent juste ensemencer, mais ce qui se passe après relève de la femme. Bon, nous acceptons vos excuses, mais sous réserve de changement. Sinon, nous continuerons de vous dénoncer. Parce que nous avons la liberté d'expression. Mais bien sûr, c'est votre droit. Et la santé, c'est un droit fondamental pour tout le monde. D'accord. Voilà. Alors, ma première question maintenant à votre endroit. Qu'est-ce qu'une épisiotomie et pourquoi la pratiquer? D'accord. Pour parler de l'épisiotomie, il est important qu'on comprenne c'est quoi le périnée. Parce que tout se passe au niveau du périnée. Le périnée est en griffe, cette tamac-là, qui soutient les organes qui sont au niveau du pelvis, aussi bien chez la femme que chez l'homme. Chez la femme, nous avons essentiellement la vessie en avant de l'utérus et en arrière de l'utérus, nous avons le rectum. Donc ce périnée-là est comme une force qui maintient ces organes-là. Bon, avec l'âge, avec les grossesses qui se multiplient, avec les accouchements, le périnée peut devenir faible et donc les organes peuvent se déplacer. Alors c'est quoi l'épisiotomie? L'épisiotomie n'est rien que cet acte chirurgical vraiment soft qui devrait être fait avec beaucoup de dextérité, qu'on pratique au niveau du périnée de la femme à l'aide d'un ciseau. D'accord. Si vous regardez au niveau de l'iconographie, la première iconographie, c'est une épisiotomie. Et le gynécologue ou la sage-femme, qu'est-ce qu'il sectionne? Il sectionne 3 plans. Il sectionne la peau, il sectionne le muscle et il sectionne la paroi vaginale. Ce qui sous-entend que lorsque la femme a accouché, il va falloir faire cette réparation plan par plan. Parce que si je ne repars pas plan par plan en laissant comme j'ai trouvé, je n'ai pas fait mon travail. Donc l'épisiotomie, c'est cet acte chirurgical qu'on pratique pour permettre au bébé de sortir lorsque c'est difficile pour le bébé de sortir. Alors, souvent, après un accouchement, on entend les femmes dire j'ai été déchirée, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre une déchirure et une épisiotomie? Voilà. Il y a une différence. Les deux sont des déchirures du périnée, d'accord? Jusque l'épisiotomie, c'est le praticien qui le fait. C'est-à-dire, je remarque qu'il y a des signes de danger au niveau du périnée de la femme, ou bien que le bébé souffre, et je décide de faire une épisiotomie. La déchirure, elle arrive de manière accidentelle ou bien de manière fortuite. Peut-être à la sortie du bébé, le bras de l'enfant peut déchirer ici, des petites lacérations. Peut-être que le travail a trop duré et les muscles au niveau du périnée se fragilisent et des déchirures peuvent survenir. Maintenant, lorsqu'on parle de déchirure, on a trois grades. On a des déchirures vraiment superficielles pour lesquelles on ne fait pas de réparation et qui cicatrisent vraiment naturellement et la femme n'a pas mal. Maintenant, au niveau du 2e degré, ce sont des déchirures au niveau de la vulve qui nécessitent des petits points. Au niveau du 3e degré, la déchirure s'étend vers le sphincter anal, mais elle n'atteint pas le sphincter anal. Et la déchirure niveau 4 ou bien le type 4, c'est que le sphincter anal, lui, il explose. D'accord? Et c'est ce que nous ne voulons pas. On ne veut plus arriver à ce genre de truc. Pourquoi? Parce que cela fragilise beaucoup la femme. Au niveau du périnée, on a l'anus, on a le méa urinaire. Si la déchirure ne se fait pas très bien, ces différents orifices, c'est-à-dire le méa urinaire, le vagin et l'anus peuvent communiquer. Du coup, la femme peut perdre les urines sans se rendre compte. Elle peut perdre les selles sans se rendre compte. C'est ce qu'on appelle l'incontinence. Très bien. Donc, l'épisiotomie, c'est le praticien qui le fait. La déchirure apparaît de manière accidentelle ou bien de manière fortuite. Donc, il vaut mieux avoir une épisiotomie qu'une déchirure. C'est facile de le dire ainsi, mais lorsque j'ai une déchirure du 1er degré, c'est plus simple qu'une épisiotomie. Parce que là, je ne vais pas forcément nécessiter une réparation. Maintenant, autant avoir une épisiotomie que d'avoir une déchirure du 3e ou du 4e degré.
Mais tout cela, le praticien ne peut pas l'identifier bien avant l'accouchement. Déjà, il n'y a pas de garantie à 100% qu'au cours d'un travail d'accouchement, l'enfant sorte indemne, c'est-à-dire le périnée de la maman indemne de déchirure. D'accord. Maintenant, tout se passe entre le praticien et la parturiente. Parce que lorsqu'une femme enceinte entre en travail d'accouchement, on parle de parturiente. D'accord. Je m'explique. S'il y a une bonne communication, si je comprends la femme, si la femme me comprend, on est en symbiose, on peut réduire le risque d'apparition d'une déchirure. Maintenant, pour l'épisiotomie, si je me rends compte qu'au niveau du périnée, parce que vous voyez le périnée de la femme, je vais un peu essayer de paraphraser avec cet élastique-là. C'est la souplesse, cette capacité de s'étendre quand la tête du bébé est en train de descendre. Quand cette capacité-là est respectée, le périnée s'étend et le bébé traverse sans souci. D'accord. Mais si je n'ai pas cette capacité-là et que le bébé vient et puis ça fait tchac, facilement, ça se rompt, ça se déchire. Je sais et pas on parle là de déchirure. De déchirure, voilà. Donc rien ne garantit. Lorsque je suivais la femme me dit, docteur, j'ai l'impression que j'ai trop mal. Écoutez la femme, regardez au niveau du périnée. Si je remarque que le périnée, il est trop bombé, alors je pratique une épisiotomie pour éviter une déchirure 3e ou bien 4e degré. Donc, comme je le dis encore, rien ne garantit à 100% l'authenticité du périnée à la fin d'un accouchement, mais c'est vraiment la communication entre le praticien et la femme qui pourrait réduire le risque d'une déchirure. Alors, avant de passer à la prochaine question, j'aimerais savoir, est-ce que toutes les femmes ont la même tonicité du périnée ou est-ce que ça varie d'une femme à une autre? Et selon les palpations, on peut déjà déterminer que, avec ce périnée, si on va à un accouchement, il est fort probable qu'on ait soit une déchirure ou une épisiotomie. Je dirais que nous sommes des personnes à part entière, on n'est pas formés de la même façon. D'accord. Les femmes qui ont un périnée riche en collagène auront un périnée un peu plus dur, d'accord? Donc, de la même manière que notre peau. Parce qu'on a beaucoup de collagène, notre peau est plus dure, donc les rides vont apparaître un peu plus tardivement. De la même manière au niveau du périnée, si on a beaucoup de collagène, c'est-à-dire le périnée n'a pas cette capacité-là de bien s'amplifier, de bien se relâcher, oui, on peut être à risque de d'avoir des déchirures, bien peut-être quand vous pratiquez une épisiotomie. Mais on est vraiment dans une politique actuellement de réduction de l'épisiotomie. C'est très, très important. Parce que pourquoi ça handicape ou bien ça perturbe, ou bien ça traumatise beaucoup de femmes. J'ai même des personnes qui me disent que, docteur, moi encore chez toi avec une grossesse, il faut oublier ça. Je ne viens plus. Ce qui s'est passé là, je n'ai pas encore oublié. Tu veux que je revienne déjà. Vous voyez à quel point l'impact psychologique, il est là, quoi. Donc, si c'est possible de limiter, on le limite. Maintenant, quand il y a quand même des trucs qui peuvent prévenir ou bien réduire l'incidence, et on en parlera un peu plus loin. D'accord. Quels sont les différents types d'épisiotomie qu'on peut avoir? D'accord. Comme je vous ai dit, l'épisiotomie, c'est cet acte chirurgical qui se fait au niveau du périnée, le plus souvent au niveau de la fesse droite. Pourquoi? Parce que la plupart des praticiens sont des droitiers. Donc, la femme est en face de moi, je coupe comme ça, c'est plus facile pour moi. Maintenant, s'il est gaucher, il peut aller à gauche. Bon, et si moi-même je décide, enfin, j'émets le souhait d'être coupé soit à gauche ou à droite. Le souci, c'est que si le praticien n'est pas à l'aise, il peut faire un truc et ce sera difficile pour lui de reparer. Je ne sais pas si vous voyez, c'est plus dans cette optique-là. Donc, tout pour vous mettre à l'aise et nous... Non, pas tout pour nous mettre à l'aise, tout pour se mettre à l'aise ensemble. D'accord. Lorsque le praticien est à l'aise, vous êtes sûr qu'il fera quelque chose de bien pour vous. S'il n'est pas très à l'aise, il va vous réparer d'une manière, voilà. Mais vous-même, après, vous saurez que vous avez été réparé. Non, on fait vraiment le strict nécessaire pour faire ce qu'on appelle une réparation ad integrum. C'est-à-dire, je suis venue trouver comme ça, je fais l'effort de ramener ça comme ça. Maintenant, on a des épisiotomies latérales. Là, je vais vraiment en latéral. On a des épisiotomies médiane, là, ça descend comme ça. Et puis, on a des épisiotomies médio-latérales. Tout dépend de c'est quoi le risque. Est-ce que le périnée, il est trop tendu? Est-ce que... C'est vraiment sur le terrain. Ce n'est pas un truc qu'on prévoit, mais c'est sur le terrain. Quand je vois comment le périnée s'emplit, et puis que les choses n'avancent pas comme je veux, là, c'est plus facile. Parce que quand je coupe,
de manière latérale, j'évite vraiment le sphincter anal. Pourtant, quand je descends comme ça, la probabilité peut-être que lorsque ce bébé sort et que c'est trop poussé, ça va rompre le sphincter anal et élever. C'est pourquoi on préfère vraiment de faire des épisiotomies latérales. D'accord. Là, vous voyez la verte et la bleue, oui. médio-latérale. Mais quand c'est médiane, attention, le sphincter anal, il est en bas. Et qui dit sphincter anal, dit risque de rupture du sphincter anal. Et on entre encore dans le cadre d'une déchirure de degré 4 qu'on voulait éviter. Et qui peut à la longue provoquer une incontinence chez la femme. D'accord. Souvent, nos mamans disent que c'est quand les enfants ont une grosse tête qu'ils provoquent des déchirures ou qu'ils emmènent le corps médical à pratiquer des épisiotomies. Donc, je demande, dans quelles circonstances, dans quelle situation le corps médical peut prendre la décision de pratiquer une épisiotomie sur une parturiente? Déjà, les mamans n'ont pas tort. D'accord. Surtout si c'est un premier accouchement. Donc, il faut bien regarder la tête du papa avant de décider de... Non, mais il y a des papas qui ont des petites têtes, mais les enfants... tout le temps, la maman, si la maman est forte, là, son enfant peut prendre sa tête. Donc, on doit même la femme, là, il faut se remettre aussi en question. Il faut toujours pointer du doigt. C'est parce que ces ingrats-là, souvent, ils aiment ressembler au père. C'est pour ça qu'on les indexe. Ils ne sont pas ingrats, mais vous voyez, lorsque vous faites un enfant qui ressemble au papa, vous-même, vous êtes plus ou moins tranquille. Parce que vous allez dire, au moins, là, ils ne vont pas... douter un peu. Voilà, donc quelque part il y a ce petit calme là, mais disons-nous que ce sont des balivernes. Parce que lorsqu'on se connaît entre conjoints, on sait ce que l'autre peut faire, ce que l'autre ne peut pas faire. Donc lorsqu'une femme tombe enceinte et elle accouche, que l'enfant ressemble au papa, qu'il ressemble à la maman, c'est l'enfant du couple. Le plus important, c'est l'éducation. Ce n'est pas qu'il ressemble à l'un des partenaires ou pas. Maintenant, revenant au niveau des situations qui peuvent nous amener le corps médical, à faire une épisiotomie. Premièrement, je remarque que la phase expulsive, c'est-à-dire la dernière phase de l'accouchement, traîne beaucoup. Le bébé, il est déjà bien descendu et il devrait sortir. Mais le temps passe, le bébé ne sort pas. Là, il faut se poser des questions, que peut-être il a mal orienté la tête, peut-être il y a un petit truc et une épisiotomie peut aider. Lorsque cette phase expulsive-là traîne aussi, je peux décider de faire l'épisiotomie quand je remarque que le cœur du bébé, soit ça bat rapidement, soit ça bat, ça se ralentit. Là, il faut que le bébé sorte. Je remarque que le liquide qui sortait avant, qui était clair, devient teinté ou bien devient méconial. Là, c'est que le bébé a déjà fait caca dans son liquide. Ce n'est pas un bon signe. Il faut que le bébé la sorte rapidement. Pour éviter qu'il ne souffre. Voilà. Parce que là, on parle de minutes. En matière d'accouchement, c'est la minute. Ce n'est pas... Et en matière de réanimation du bébé aussi, c'est une affaire de minutes. Et finalement, lorsque je me rends compte que voilà, la tête est engagée, il y a tout, mais je dois faire ce qu'on appelle un accouchement instrumental. C'est quoi un accouchement instrumental? Je me fais aider par des instruments. Ça peut être la ventouse. La ventouse, c'est cette pompe qu'on met au niveau de la tête de l'enfant pour aspirer, voilà. Soit le forceps, voilà. Le forceps, ce sont des, des lames qu'on met au niveau de la tête du bébé et puis qu'on tire. Lorsque je fais une épisio, j'élargis un tant soit peu le périnée et puis cette manœuvre est plus facile, voilà. Donc je dirais que c'est ça et lorsque le bébé est gros ou bien a une grosse tête. Voilà. Ce sont des indications qui nous amènent à pratiquer. Parce que moi, je dis souvent que lorsqu'une femme vient me voir, on signe un contrat au début de la grossesse. Et le contrat s'arrête lorsqu'elle rentre chez elle avec son bébé dans la main. Donc, tout ce que je peux faire pour qu'elle puisse rentrer avec son bébé à la main, je dois le faire. Voilà. D'accord. Alors, on parlait tantôt du périnée. Est-ce que le massage du périnée ou la préparation prénatale sont des moyens efficaces pour éviter un tant soit peu l'épisiotomie? Voilà. Je commence d'abord par la préparation à l'accouchement. La préparation à l'accouchement, c'est une étape merveilleuse, formidable, pas seulement pour la maman, mais pour le couple. Là, c'est encore, je lance encore un cri de cœur au mari. Vers nos chers messieurs. Oui. Pourquoi? Parce que c'est formidable lorsque vous venez avec votre femme et que le gynécologue ou bien la sage-femme avec le kinésithérapeute vous travaille avec vous
pour la préparation à l'accouchement. Parce que oui, c'est pendant cette étape-là qu'on vous dit que vous voyez, l'accouchement, ça se déroule comme ça. L'enfant, il est en haut, il doit traverser le détroit supérieur, il arrive au détroit moyen, au détroit inférieur, il y a tel os, il y a tel muscle qui doit faire comme ça. L'enfant, quand il descend, il va tourner comme ça. Ok, dans le moment, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc, c'est tout ça qu'on appelle la préparation à l'accouchement. Et on vous montre également les positions à adopter. Parce que oui, on n'est plus là à dire que la femme doit forcément accoucher étant couchée. Sur le dos, les jambes écartées. La position qui rend la femme à l'aise, le praticien doit faire l'effort de s'adapter à cela. Parce que des fois, les femmes, quand elles sont debout, c'est un peu comme la pomme. Lorsqu'on lèche une pomme, elle tombe. Donc, quand le bébé est déjà bien engagé, la femme est debout, souvent, c'est un peu plus rapide. Voilà. Et l'accouchement se fait un peu de manière plus rapide. Donc, si c'est cette position qui conforte la femme, cher praticien, adapte-toi et puis coordonne ça avec la femme, quoi. Merci de prendre en compte nos plaintes. Merci. Je suis une femme, et même si je n'étais pas une femme, j'aurais sûrement une femme, une épouse. Ce que j'aimerais qu'on fasse à ma femme, je dois être capable de faire ça à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas vouloir que les choses changent et être cette personne à qui n'est pas dans le changement. Ça serait un peu contradictoire. Maintenant, lorsque je reviens au niveau du massage du périnée, ça aide. Ça aide vraiment. Et le massage se fait déjà à partir de 34 semaines d'aménorrhée. C'est un massage vraiment doux. Là, ce sont les kinésithérapeutes ou alors des gynécologues qui ont appris. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour le faire. C'est un truc... Un peu de yokumi, le pouce, et puis on peut, le papa peut masser à la maison. Bien sûr, si on monte comme ça, après, ça peut être accompagné de... Parce que quoi, le bébé est là-bas, s'il n'y a pas de contre-indication, de temps en temps, l'arroser, ça ne dérange rien. Surtout que nous-mêmes, à un moment donné, on demande de faire des rapports sexuels, parce que dans le sperme, il y a les prostaglandines naturelles qui vont aller maturer le col et donc pourrait induire un peu plus rapidement le travail d'accouchement. Donc, le massage, oui. Il y a d'autres méthodes. La méthode de Kegel, on utilise des petites boules à partir de la 34e semaine aussi. Et on gonfle au fur et à mesure. C'est-à-dire, plus le temps passe, plus on augmente le diamètre de la boule. Au début, on gonfle un tout petit peu dans le vagin. Et la femme s'exerce à expulser cela. Après, on augmente la taille. Elle expulse jusqu'à ce qu'on atteigne 8 à 10 cm, c'est-à-dire approximativement la tête d'un bébé. Ces différentes méthodes, mais ces différents moyens de préparation aident à réduire le risque de survenue d'une déchirure. Mais au-delà de ça, c'est vraiment que le couple et la femme apprennent à se connaître, à comprendre c'est quoi l'accouchement et les différentes étapes. Comme ça, elle pourra même dire au médecin ou à la sage-femme que j'ai remarqué ceci, je pense qu'on est... Et là, c'est vraiment un plus. Et elle pourra même devenir une championne tout autour d'elle avec ses amis, ses collègues ou bien sa famille. D'accord. Docteur Ingrid, est-ce qu'une épisiotomie peut se réouvrir? Oui. Malheureusement. Oui. Je m'explique. Si on fait la réparation et que les règles d'hygiène ne suivent pas, ça peut lâcher. On fait ça avec du fil. Actuellement, on milite pour le fil non résorbable. Parce qu'avant, on réparait les femmes avec les fils résorbables. Actuellement, on milite pour les fils résorbables. Avant, on le faisait avec les fils non résorbables. Donc, quand ça cicatrise, elles reviennent. On coupe. Le fil. C'est douloureux. Très douloureux. Très douloureux. Donc, actuellement, on est dans la politique du fil résorbable. Ainsi, lorsque vous faites la réparation, si l'hygiène n'est pas, on sait tous que le sang, c'est un milieu de prolifération des bactéries. Donc, si vous rentrez à la maison, l'hygiène n'est pas bien, là-bas c'est toujours humide, il y a la macération, une infection s'installe, les fils vont lâcher. Et quand le fil lâche, la déchirure, bien l'épisio, va s'ouvrir. Vous rentrez à la maison, on va dire, Nani les ciseaux, mais non. On va faire ça. Parce que vous allez rester à la chaleur, le fil va faire et puis ça va lâcher. Maintenant, vous rentrez à la maison, on vous avait mis un tampon, on vous dit, arrivez à la maison, il faut enlever, vous laissez. Infection. Les fils peuvent lâcher. Donc oui, malheureusement, une épisiotomie peut se réouvrir, d'où l'hygiène qui doit suivre. Maintenant, c'est à nous, le personnel, de montrer. Parce que si vous ne montrez pas, qu'est-ce qu'elle va aller faire? Remarquons que le plus souvent, les épisions, c'est chez ces femmes qui n'ont jamais accouché. Les primipares. Oui, les primipares. Donc une fois qu'elles ont accouché pour la première fois, elles ne connaissent pas. Et malheureusement, en Afrique, j'aimerais aussi qu'on dépasse ça. Lorsqu'on vient rendre visite à une femme qui a accouché, comment va le bébé? Toi, la maman ne demande pas.
Les gens achètent savon, ils achètent couches, ils achètent habits. Personne n'achète pas à maman. Même boucle là. Même alors que c'est elle qui a fourni le plus d'efforts. Et on oublie aussi le papa. Le papa aussi, il a travaillé. Il a contribué. Nul aurait été son spermatozoïde là. On n'allait pas avoir le bébé. Même si on milite, qu'il ne s'arrête pas qu'au don du spermatozoïde. Voilà. Donc, pensons au cadeau maman, papa. Oui, c'est très, très important. Oui, donc quand le praticien vous dit par exemple que voilà, si le mari est présent, ou bien si la maman est là, on va également montrer ces règles-là à la maman qui pourront aider la jeune maman à la maison parce que c'est pas évident. Accoucher, avoir des déchirures, ne pas pouvoir s'asseoir, il va falloir allaiter, entre-temps il y a les tranchées. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Entre-temps, il y a la santé mentale qui prend un coup parce que les hormones sont en train de chuter. Bébé qui ne fait pas ses nuits. Voilà. Donc, il faut vraiment un accompagnement. Dans la maison, de temps en temps, on peut nettoyer en bas pour elle. C'est parfait, quoi. Elle va se sentir comme une reine. Et là, la montée laiteuse sera... Voilà, et le bébé sera à l'aise. Donc, c'est le manque d'hygiène autour qui peut occasionner que l'épisiotomie se réouvre ou alors que la réparation n'a pas été bien faite. Oui. D'accord. Nous allons à la pause publicitaire, puis nous revenons tout de suite. À tout à l'heure. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. De retour sur le plateau, alors, docteur Ingrid, vous allez nous dire tout à l'heure les indications qu'il faut suivre après avoir suivi une épisiotomie. Mais j'aimerais rappeler aux hommes qui demandent tout le temps « Qu'est-ce que tu apportes sur la table? Oui, si je dois me marier avec toi, qu'est-ce que je gagne ?» Est-ce que vous avez une idée de la souffrance par laquelle les femmes passent pour vous donner une progéniture? Parce que oui, ces enfants nous appartiennent, mais à l'état civil, portent leur nom. Et quand l'enfant excelle et tout, on dit « Ah oui, ça c'est le fils de papa, ça c'est la fille de papa. » Et donc, il faut que vous compreniez que nous apportons déjà beaucoup sur la table. On n'a pas besoin de rajouter. Ou bien, docteur Ingrid? Parfaitement. Parce que si je veux juste prendre le déroulement de la grossesse, la femme subit beaucoup de choses. Lorsqu'elle tombe enceinte, quand la progestérone monte, quand telle hormone monte, il y a un chamboulement, la dame elle prend du poids, son corps se métamorphose, tellement de choses. Et puis le jour de l'accouchement, elle doit subir les contractions, elle doit accoucher, que ce soit césarienne ou accouchement par voie basse, c'est la même chose. Surtout qu'on y va à la veille, on ne sait jamais comment est-ce qu'on ressort de là. Parce que lorsque tu dis à une femme que oui, tu peux accoucher par voie basse, c'est pas donné à 100%. Au cours du travail de l'accouchement, il peut avoir un souci et puis, allons-y à la césarienne. Donc, les femmes donnent déjà assez. Lorsqu'elle accouche et que ces hormones-là chutent, il y a la dépression du postpartum qui peut arriver. Il y a les cheveux qui avaient poussé, mais qui se cassent, la chute des cheveux, le poids qui peut pas. Comment prendre soin du bébé, surtout pour les primipares. Donc, ne demandons pas à une femme qu'est-ce que tu apportes sur la table et tout. Accompagnons-la, parce que c'est déjà un gros sacrifice d'accepter de porter le bébé, d'accepter toutes ces modifications-là. Mais disons plutôt, comment on chemine ensemble pour que la famille soit épanouie. C'est ce que moi je dis. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes des reines et nous méritons d'être traitées comme telles. C'est vrai. Alors, pour revenir en fait à l'émission, je demandais quelles sont donc les indications que vous donnez aux parturientes
qui ont subi plutôt l'épisiotomie. Voilà. Ok. Aussi bien l'épisiotomie que la déchirure. Une fois que c'est réparé, oui. et que la patiente doit rentrer à la maison, parce que quand on accouche, on finit les soins, on répare, nous on essaie de nettoyer un peu, on te met ta couche et on te ramène dans ton lit. Mais il n'y a pas de pansement? Non, il n'y a pas de pansement, parce que vous voyez en bas, si on met un pansement, la chaleur, c'est pas bon. Elle peut mettre sa couche, parce que voilà, il y a encore des petits saignements, c'est tout. Et ensuite, on lui fait une ordonnance. Sur l'ordonnance, il y a un antibiotique, c'est très important, et un antalgique contre la douleur. Il y a une solution antiseptique pour qu'elle puisse faire le bain en bas. Et puis, souvent, presque également des crèmes cicatrisantes. C'est les 4 combos pour une bonne réparation, bien une bonne cicatrisation. Voilà. Donc, vous savez que chez nous, ici en Afrique, notamment au Togo, il faut s'asseoir sur de l'eau chaude pour faire sortir tout ce qui est débris, pour resserrer Jessica et autres. Et donc, est-ce que, vous l'avez dit, mais j'aimerais qu'on revienne, cette pratique d'abord, est-ce que réellement s'asseoir sur l'eau chaude permet de resserrer Jessica? Et dans le cas des femmes qui ont subi l'épisiotomie ou même une césarienne, est-ce qu'elles ont l'obligation de pratiquer ça? Vous me posez une question et les gens vont me taper dessus. Non, non, non. Vous êtes en train de me vendre à la vindicte populaire. Pas du tout. Nous voulons juste mieux comprendre. D'accord. Déjà, vous voyez le périnée. Le périnée. En quoi s'asseoir sur de l'eau chaude va resserrer le vagin? Nous sommes venus trouver donc. Oui, nous sommes venus trouver. Est-ce qu'il y a eu des preuves? D'accord. Est-ce que nos mamans nous ont dit que... Scientifiquement? Oui. Non, pas forcément scientifiquement, mais est-ce que vous avez eu à discuter, pardon, ma maman vous a dit que bon, quand je t'ai mise au monde, je me suis assise sur l'eau chaude. Et quand j'ai repris les activités, papa m'a dit que lui, c'était toujours non. Je ne pense pas. Parce que vous voyez, comme je disais, le périnée soutient les organes, mais le périnée agit aussi au niveau du plaisir sexuel. D'accord. Quand le bébé, vous imaginez ce joli vagin-là, qui est là comme ça, bien étroit, et puis ce bébé, même si c'est 2 kilos, même si c'est 5 kilos, il traverse tout ça, il sort. Vous voyez comment le vagin, ça a dû se déformer pour laisser le bébé passer. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la rééducation du périnée pour redonner cette tonicité-là que le périnée avait avant. Parce que les muscles ont subi d'un choc et tout. C'est lorsqu'on fait des exercices qui sont vraiment faciles. On fait des exercices, ça retonifie le périnée. Et puis là, le Jessica, comme on appelle bien Jessica, redevient tonifié. Maintenant, pour l'eau chaude, si par exemple, vous mettez par exemple le clou de girofle, cette petite herbe-là, la fumée, non pas la fumée, comment on appelle ça? L'évaporation. Voilà. L'évaporation, lorsque ça remonte, peut-être cette odeur-là, ça peut peut-être réduire les mauvaises odeurs. Mais dit qu'en soi, ça va aller resserrer Jessica. Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non, mais ça reste encore un peu flou dans ma tête. Maintenant, pour mes femmes, mes patientes qui ont eu à subir une épisiotomie ou bien qu'on a réparé d'une déchirure, non. S'il vous plaît, non. D'accord. Pourquoi? Cette chaleur-là va aller, les fils vont lâcher. D'accord. Et voilà, l'épisiotomie va réouvrir, on sera obligé de vous recoudre. Vous allez avoir mal, pas d'autres. Il y a les risques d'infection. Cette zone-là doit rester très, très sèche. J'ai cité ce qu'on devait vous prescrire, mais on doit également vous montrer comment vous allez vous nettoyer. Quand vous finissez de vous laver, vous cherchez un petit seau, vous pouvez mettre de l'eau tiède, vraiment tiède, tiède, pas chaude, tiède. Vous versez un peu de solution antiseptique qu'on vous a prescrit et vous faites ça. Ce n'est pas que vous envoyez le doigt, non. On ne fait même pas ça. Le vagin même s'auto-nettoie. Donc vous nettoyez comme ça, d'avant en arrière, du vagin vers l'anus. Et quand vous finissez, une fois dans la chambre, si vous n'avez personne pour vous aider, avec votre serviette, vous séchez en tamponnant. On ne frotte pas. D'accord. Tamponne. On tamponne. Et quand vous finissez de tamponner, si on vous a prescrit une ovule, vous mettez l'ovule et puis vous passez la crème cicatrisante. Et si vous avez encore des pertes, vous mettez votre couche et puis vous mettez le slip. Et puis c'est tout. Une fois que vous remarquez que les écoulements ne sont plus intenses, laissez rester même sans slip.
Ayala Poufoun, quoi. Vous allez avoir de l'air qui circule là-bas et la cicatrisation va se faire un peu plus rapidement. Donc, si vous avez été reparé d'une épisiotomie ou bien d'une déchirure, de grâce, ne vous asseyez pas sur l'eau chaude. Si maman ne comprend pas, jouez le jeu avec maman. Oh, le docteur dit de venir pour un rendez-vous. Et quand vous allez venir, tout ça, le docteur ou la sage-femme pourra expliquer un peu plus facilement et de manière douce à maman. Parce que nos mamans, elles nous aiment. Elles ne vont jamais vouloir de notre mal. Ce qu'elles veulent qu'on fasse, c'est juste pour qu'on se sente bien. Même si elles ne le font pas toujours bien, trouvons la manière de dire à maman, ouais, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Et en moyenne, combien de temps prend la cicatrisation d'une épisiotomie? La cicatrisation d'une épisiotomie est entre 2 à 3 semaines. Ok. Certaines femmes en une semaine, c'était pas un truc vraiment... Parce qu'on va sur un truc normalement de 6 cm qui est un peu profond. Maintenant, lorsque je fais juste une petite épisio en une semaine, une semaine, 10 jours, on peut avoir une cicatrisation. Maintenant, la cicatrisation, là, elle est vraiment superficielle. Maintenant, le phénomène continue à l'intérieur. Donc, il faut qu'on respecte également ce petit délai-là, quoi. C'est très important. D'accord. Alors, quelles sont les conséquences qui peuvent découler d'une épisiotomie? Je discutais avec une camarade de l'autre qui me disait qu'elle a dû fuir son mari pendant une année pour éviter tout ce qui est rapport sexuel et tout. Je pense qu'il y a une portée psychologique aussi qui intervient. Et ça, c'est vrai. Je vais me mettre dans la casquette d'une femme qui a déjà accouché. D'accord. Avant de remettre dans la casquette de gynécologue. Au cours de mon premier accouchement, j'ai subi une épisiotomie parce que mon bébé, il était gros. On m'a réparé, tout s'est bien passé, pas de complications. Mais après, j'ai commencé par ressentir des décharges au niveau de mon périnée. C'est comme un courant électrique qui traverse le périnée. Et là, on appelle ça une névralgie de nerf. Le nerf a peut-être été atteint ou bien un peu dilacéré au moment de l'épisiotomie ou bien de la réparation. Donc, du coup, son phénomène, pour qu'il se remette en place et tout, crée des petits décharges au niveau du périnée qui sont très, très, très désagréables. Et oui, reprendre les activités sexuelles après une épisiotomie, même après un accouchement, n'est pas toujours évident. Donc oui, on peut avoir des complications telles que des saignements, parce que oui, on fait l'épisiotomie, on vous fait une épisiotomie. Vous voyez, le niveau du vagin ou le périnée, c'est très vascularisé. Si je sectionne, que je ne sectionne pas au bon endroit, je peux avoir un gros vaisseau qui éclate et la femme peut saigner. Je peux également avoir un hématome qui se forme. Lorsque je repars, je passe dans un vaisseau sans me rendre compte et le vaisseau, lui, grossit, ça forme un hématome. Ce sont des complications qu'on peut avoir, on va dire, sur le champ. Après, on peut avoir des infections. La plaie ne cicatrise pas bien, il y a des infections et tout. Maintenant, ça, c'est vraiment des complications qu'on va dire immédiates. Un peu plus à distance, on peut avoir des cicatrices inesthétiques. La femme cicatrise, mais vous voyez qu'il y a des petits brûlets. Ce n'est pas linéaire. Voilà. Là, par exemple, des femmes, quand elles reviennent, vous ne savez même pas qu'elle a une épisiotomie. Voilà, quoi. Mais d'autres, elles cicatrisent de manière inesthétique, avec des petits bourrelets. Maintenant, entre-temps, elles gardent des petites douleurs à ce niveau-là, qui fait que, voilà, les rapports sexuels, c'est pas sa tasse de thé. Non, c'est pas sa tasse de thé. Ce sont ces petites complications-là. Et puis, là, ça agit directement. Parce que si j'ai cette douleur-là, je dois allaiter le bébé, je dois faire à manger. La charge mentale aussi prend un coup. Donc, nous avons des complications hémorragiques, des complications esthétiques, des complications psychologiques qui peuvent survenir après une épisiotomie. D'accord. Nous allons encore nous en prendre à vous. C'est-à-dire que sous nos cieux, il y a bon nombre de femmes qui se plaignent d'être recousues sans anesthésie. C'est-à-dire dans le feu de l'action, tout d'un coup, tu commences par sentir une douleur et te dis « Nanipo, ça va finir bientôt. » Voilà. Pourquoi? D'abord, pourquoi est-ce qu'il arrive qu'on recouse des femmes sans anesthésie? Et quelle est la norme? Je demande encore pardon. Midjago. Je demande encore pardon. Mais on ne devrait pas réparer une femme sans anesthésie. Pardon. Parce que vous voyez, l'épisio, lorsqu'on fait l'épisio, même la femme n'a pas mal. Pourquoi? Parce qu'il y a la douleur des contractions. Le périnée, il est bien distendu. Donc quand vous coupez, elle n'a pas mal. Mais une fois que le bébé est sorti,
il n'y a plus de contraction. Le placenta également. Tout. Et tu dis que tu vas la réparer sans anesthésie. Azito, ouais. Maintenant, si je fais un accouchement et qu'il y a peut-être une petite déchirure et que je vois que je peux faire 1-2 points rapides, le temps de faire le placenta, tout ça, je prends rapidement, c'est bon. Mais c'est un truc de vraiment l'âge, tout ça là, pardon, mettez la femme. Ne faites pas qu'elle va garder une note négative de l'accouchement. Des séquelles. Oui, parce que on va réparer le vagin. Dans le vagin encore, ça peut aller. Mais une fois qu'on va arriver sur la peau, on va piquer la peau là comme ça, sans anesthésie. Surtout que vous avez dit qu'il y a aussi un muscle qui est sectionné. On repart le vagin, la paroi vaginale, le muscle, et on vient réparer la peau. Donc, chers collègues, chers confrères, chers consoeurs, faisons toujours des anesthésies. C'est vrai que lorsqu'on met l'anesthésie, on fait une anesthésie locale, la femme saigne un peu plus parce que, oui, l'anesthésie va ouvrir les vaisseaux et puis il y aura des saignements. Donc, du coup, des fois, tu vois que c'est trop dur, je vais mettre ça va encore saigner, ça va m'empêcher de travailler. Autant aller, non. D'accord, donc c'est ce qui emmène certaines pratiques. Oui, mais c'est des trucs qu'on ne devrait plus faire. D'accord. Parce que moi, je n'aimerais pas qu'on me recoute sans anesthésie. Ça fait très mal. D'accord. Vous imaginez juste la petite plaie là, on fait comme ça, un point ici. Maintenant, une épisiotomie qui s'étend sur 6 cm et qu'on doit... Non. Donc, pardon. Et on va arrêter de faire ça. D'accord. En tout cas, nous espérons remarquer les changements dans les jours, dans les mois, dans les années à venir au niveau de vos collègues. Parce que je suis sûre que vous ne le faites pas. Non, moi, je ne le fais pas parce que... J'ai eu un accouchement, j'ai été déchirée. Si on m'avait réparé sans... J'allais te imaginer. Maman, il ne faut pas te fâcher, mais j'allais te tuer. D'accord. Donc, on espère que dans les mois, les jours à venir, les choses changent. Parce que les conditions de travail s'améliorent. Oui. Dans une maternité, on a toujours de la xylocaïne, c'est-à-dire ceux avec qui on fait l'anesthésie. Donc, normalement, c'est un truc qui se fait de manière spontanée actuellement. Et je pense que des femmes ne devraient plus se plaindre. Si tu remarques, on va te dire non. Il faut me faire médicaments. Elles ont l'obligation de respecter ce que vous dites. Oui. D'accord. Un point qui m'intéresse aussi, c'est celui du mari. Souvent, dans la tradition, on dit qu'il faut resserrer l'entrée du vagin pour que monsieur retrouve les sensations d'antan. Alors que ce n'est pas toujours agréable pour la femme. Alors, est-ce que le point du mari continue d'être pratiqué? Ou sinon, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le point du mari? Le point du mari, c'est une mutilation génitale. Il faut qu'on soit d'accord. D'accord. Parce que ce n'est pas ce point-là que je vais ajouter qui va augmenter le plaisir du mari, quoi que ce soit. Ok, le plaisir du mari et la femme. Donc, elle ne compte pas. C'est son mari juste qui compte. Non. C'est une pratique qui a été abandonnée et qui devrait être abandonnée. Parce que les gens se disent que le dernier point là, ça permet de bien resserrer Jessica, comme ça après, lorsque les... Non! Malheureusement, si la femme cicatrise mal et que ça se rétrécit, elle aura mal au moment de la pénétration. Donc, quand je parle de réparation ad integrum, comment était le périnée de la femme quand tu l'as trouvé là? Il faut vraiment respecter ça. Si vous voyez, par exemple, on dit le point du mari, on va faire ça bien pour monsieur. Par contre, arrête de bouger. J'ai mal. Mais la dame, elle a mal et tu lui demandes d'arrêter de bouger. Pourtant, ce que tu devais réparer, tu as déjà fini de réparer. Maintenant, là, il y a une autre école qui dit que c'est la femme qui se dit qu'on lui a fait ce point, que comment est-ce qu'elle peut savoir que le gynéco a débordé et tout, la sage-femme a débordé et tout. Donc, ça fait vraiment de polémique. Mais si quelqu'un le fait, qu'il arrête de le faire, quoi. Pour que monsieur retrouve son plaisir, il y a la rééducation du périnée et il y a la discussion entre les conjoints. Et le plaisir sexuel, ce n'est pas toujours la pénétration. Le temps de patienter pour arriver à la pénétration, il y a beaucoup de choses. On peut se faire plaisir mutuellement. Voilà. Pour ceux qui n'ont aucune idée, veuillez suivre l'émission de la semaine passée qui sont sur nos plateformes. Vous aurez plein d'idées pour vous mettre bien en attendant que madame se remette en forme pour la consommation du fruit défendu. Alors, est-ce qu'il y a risque de récidive après une épisiotomie? C'est-à-dire si lors de mon premier accouchement, j'ai eu l'épisiotomie, est-ce qu'au deuxième, au troisième, au quatrième, ainsi de suite, il y a risque à chaque fois? Non. J'ai eu une épisiotomie. Et aussi la deuxième question, au cas où
il devrait y avoir, est-ce que c'est le même endroit qu'on réouvre ou bien on fait de nouvelles incisions? Comment ça se passe? Ok. Déjà, comme j'avais dit, on va remarquer que l'épisio se fait le plus souvent chez ces femmes-là qui accouchent pour la première fois. Une fois qu'elles ont déjà accouché une fois. Elles ont déjà un galon à l'épaule. Moi, je les appelle des anciennes combattantes. D'accord. Même si c'est un galon, tu es ancienne combattante. Le risque d'avoir une épisio est vraiment moindre. D'accord. Okay. Mais comme je dis, les conditions restent les mêmes. Les mêmes. C'est-à-dire, vous arrivez à la dernière phase, à la phase expulsive, bébé traîne avant de sortir. Si on peut faire une épisiotomie pour que ça aille vite, il faut le faire. L'objectif, c'est que et maman et le bébé soient en bonne santé après l'accouchement. D'accord. Et on va toujours de l'autre côté. C'est pas la peine de refaire une autre. Tu repasses, tu vas au niveau de l'ancienne entaille. Si la femme a même bien cicatrisé, tu ne vas pas remarquer. C'est là où c'était une déchirure un peu que tu vas te rendre compte que tu vas quand même voir des fissures. Pour les femmes qui ont un antécédent de déchirure du 3e et du 4e degré, souvent on fait une épisiotomie parce que c'est quand même un peu fragile. Donc quand tu regardes que tu vois que c'est un peu trop amplifié, tu dis « Ah docteur, mon premier accouchement, j'ai eu une déchirure. Tu fais une épisio pour limiter le risque de récidive. D'accord. D'accord. Alors, docteur Ingrid, quels conseils pouvez-vous donner aux futures mamans, aux femmes en âge de procréer et même aux primipares qui sont déjà en attente de l'accouchement pour éviter au maximum les déchirures et les épisiotomies? Ok, déjà je dirais que la grossesse c'est une étape très importante dans la vie d'une femme ou bien d'un couple et qu'il faut se faire accompagner depuis le désir de conception jusqu'après. Et qu'au cours de la grossesse, vous avez le droit de poser toutes les questions qui vous sautent par la tête, aussi bêtes que vous croyez ou que vous pensez qu'elles soient. Pourquoi? Parce que vous payez une consultation et nous avons le devoir de vous donner la bonne information. Si vous venez vous poser toutes les questions et que vos chéris soient également à vos côtés pendant cette étape-là. Et au cours de la grossesse, on va vous expliquer tout ce qu'il faut. Et le jour de l'accouchement, il faut que ce soit un moment agréable, un moment mémorable pour vous, pour votre enfant et pour votre mari. C'est la raison pour laquelle l'OMS dit le respect de la dignité, la communication avec le praticien, la communication avec la femme, l'explication et tout et tout. On va choisir le mode d'accouchement, la position. C'est la position, on doit respecter ça. Et lorsqu'on vous dit par exemple que c'est la césarienne, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller prendre notre avis et revenir chez votre médecin. Ah, au fait, c'est ça, c'est ça. On ne va pas être fâché, on ne va pas être touché, mais on va dire, ah, cette femme-là, elle est vraiment soucieuse de son bien-être. Donc, c'est un peu ça. Laissez-vous accompagner. Et une fois que vous avez accouché, qu'on puisse vous visiter à domicile, voir comment vous imprégner avec la parentalité, l'allaitement et tout. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra éduquer des enfants qui seront des exemples demain. Parce que si on veut que nos maris nous accompagnent, il faudrait qu'on éduque nos enfants garçons de cette manière également. Bien évidemment. Alors, après combien de temps peut-on reprendre les affaires sexuelles après une épisiotomie? Alors, ça dépend vraiment de la femme, de comment elle se sent. Il y a des femmes, après un mois, elles reprennent leurs activités sexuelles. D'autres, il faut attendre 6 mois, il faut attendre 7 mois, il faut attendre 8 mois. Mais je pense que dans toute chose, c'est la communication entre conjoints, entre partenaires. Votre chéri veut avoir des rapports sexuels avec vous, mais vous ne vous sentez pas prête. Il faut savoir comment dire cela à la personne sans heurter sa sensibilité. Maintenant, la vie sexuelle ou bien la relation sexuelle, ce n'est pas juste la pénétration. Il y a d'autres moyens pour prendre du plaisir. Et il y a des spécialistes, des sexologues qui sont là pour accompagner. Donc, en cas de besoin, allez voir ces spécialistes-là. Ils vous diront, par exemple, comme ça, comme ça. Mais dans toute chose, il faut respecter la femme. Si elle te dit, chérie, je ne suis pas prête pour ça, s'il te plaît, écoute-la. Il ne faut pas la forcer parce que malheureusement, il y a eu des femmes, le mari était tellement pressé qu'il est allé et ça a créé des dégâts, des déchirures qui se sont réouvertes. Parce que oui, il y a malheureusement ces hommes que je ne comprends pas. Votre femme revient de la maternité avec une plaie et toi, tu veux aller là-bas. Pour faire quoi?
que si tu patientais là, ça, tu ne vas pas patienter. À la recherche du 7e ciel. Non, 7e ciel et la douleur de ta femme. Qui doit être prise en compte. Oui, la douleur doit être prise en compte parce que on dit, vous êtes un couple, vous ne formez plus qu'un. Donc, normalement, quand elle te dit, chérie, je pense que je suis pas encore le moment, il faut savoir le respecter. Il faut respecter ça. Il faut l'accompagner. Ok, chérie, tu penses qu'on peut faire comment? Comment je peux faire pour t'aider? Comment on traverse ça? Ok, on essaye ça, on essaye ça. Et ce n'est que comme ça que petit à petit, les choses pourront revenir. Mais si c'est, oh, c'est toujours toi, tu as accouché, tes collègues accouchent et puis, non. Ses collègues, mais ce n'est pas elle. Parce que nous sommes des personnes et chacun est unique à sa manière. D'accord. Merci, Dr Ingrid, pour toutes ces bonnes informations que vous avez partagées avec nous. Nous avons vraiment pris plaisir, les téléspectatrices et moi, à vous suivre. Et on espère vous retrouver très bientôt sur le plateau. Ah bah oui, moi je suis là. Hein. D'accord. Si c'est parler là, moi je parle beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci aux téléspectatrices. Et nous espérons que cette émission a apporté un plus dans ce que vous connaissez. Et vous qui avez suivi, soyez le relais autour de vous. Partagez la bonne information parce que comme on dit souvent, mon peuple périt faute de connaissances. Vous avez la connaissance, partagez ça autour de vous et ainsi on pourra être des femmes plus épanouies et on aura des maris plus compréhensifs. Je n'aurais pas fait une meilleure conclusion que Dr Ingrid. Vous l'aurez compris, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous espérons que vous nous avez suivis avec intérêt. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.